dans ce journal. À mes côtés pour commenter cette actualité, Hugues Pernet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été ambassadeur de France en Ukraine, le premier d'ailleurs après la chute de l'URSS, de 90 à 93. Vous avez d'ailleurs signé chez Flammarion le journal du premier ambassadeur de France à Kiev. Et vous, que retenez-vous de cette longue séquence à Washington? Vous êtes plutôt optimiste, on en parlait hors antenne. Pour Oui, vous, ce sont des progrès. D'abord, cette réunion a eu lieu juste après Anchorage, que tout le monde a décrié. Elle a eu lieu et elle s'est bien terminée. Je veux dire, il n'y a pas eu d'esclandre et chacun y a un peu gagné. Ouais, enfin, pardon, mais on en est là, à se demander s'il n'y a pas eu d'esclandre. C'est quand même non, mais ça surréaliste. c'était pour le côté pessimiste. Tout le monde a gagné quelque chose Ouais. hier. Monsieur Trump s'est placé en position d'arbitre incontesté. Il réunit Monsieur Zelensky, 8 chefs d'État ou de gouvernement européens. Il appelle Monsieur Poutine comme ça. Ça veut dire que les choses fonctionnent. Non, c'est important. Donc lui a confirmé sa stature. Monsieur Zelensky a été très habile. Il a réussi à inverser les termes de la négociation. C'est-à-dire que hier, il a essayé d'obtenir de Monsieur Trump un engagement américain sur les garanties de sécurité. Donc on n'a pas parlé des échanges éventuels de territoires. Il veut, lui, d'abord des garanties de sécurité avant de parler des territoires. Les Russes, c'est l'inverse. Ils veulent parler des territoires avant de parler des garanties de sécurité. Donc M. Zelensky a obtenu ça. Il a obtenu autre chose aussi qui est très importante à mon avis, c'est la garantie d'avoir une armée ukrainienne forte demain, avec son projet d'achat d'armement. Ouais. Or, c'est une des demandes russes que l'Ukraine soit désarmée. Donc, si vous voulez, on a progressé aussi dans ce cas-là. Bon, voilà à peu près. Et puis, il y a quand même eu le soutien européen. M. Zelensky a été... L'Europe, donc, justement, a aussi gagné. Elle s'est associée à cette réunion. C'était pas évident, c'était pas gagné. Bon, c'est fragile encore. C'est fragile parce qu'on ne sait pas s'il y aura une quadripartite. M. Trump a dit je veux deux, M. Poutine, M. Zelensky, puis une tripartite. Mais il n'a pas parlé de quadripartite. Il y a un acteur, en tout cas, qui est mis de côté, et c'est certain maintenant, c'est l'OTAN. Pas question d'avoir de troupes de l'OTAN près des frontières russes ou des territoires conquis, et pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Oui, alors de toute façon, là-dessus, il y a deux choses. Tant qu'il y a un conflit, l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'OTAN. Ouais. Donc il faudrait qu'il y ait la paix pour que l'Ukraine puisse adhérer à l'OTAN. Mais effectivement, M. Trump a confirmé qu'il n'y aurait pas d'OTAN. Donc l'Union européenne a gagné quelque chose. Alors maintenant, il y a ce projet de réunion. C'est là aussi entre M. Poutine et M. Zelensky. Il est très clair, pour moi en tous les cas, que M. Poutine ne veut pas négocier avec M. Zelensky. Je pense qu'il en a peur parce que la rhétorique de M. Zelensky va le mettre en porte-à-faux. En revanche, il ne peut pas s'opposer, et c'est ce qu'il souhaite, rencontrer M. Zelensky pour signer le traité. Un traité aux conditions russes. Je crois que c'est un peu facile de dire ça, à des conditions qui seront négociées. Elles sont en train d'être négociées. Les Russes vont faire des concessions, les Ukrainiens vont devoir en faire. Alors, il y a des choses qui dans cette réunion d'hier qui me laissent un peu sur ma faim. Bon, d'abord, il y a des ambiguïtés qui n'ont pas encore été levées. C'est la question des territoires. Statut des territoires. Donc la question, manifestement, n'a pas été abordée frontalement. Alors à ma connaissance. Très délicate. La région de Zaporijjia, par exemple, a essayé de régler, ça va être difficile. Non, mais c'est la question de fond. Est-ce que je cède ou est-ce que je cède pas? Après, vous pouvez discuter du découpage. Je pense que c'est secondaire. On en fait une grosse affaire. Mais si vous cédez 70, 72, 75, vous cédez ou vous cédez pas. Ouais. Dans quelles conditions, à quelle fin? Donc ça, c'est une chose qui n'a pas été évoquée. Les garanties de sécurité ont été évoquées. Mais il y a quand même toujours une ambiguïté. C'est la réalité dans la durée de l'engagement américain. Comme vous le savez, cette guerre n'a été possible, hélas, que parce que les garanties de sécurité n'ont pas été données à l'Ukraine en 1994 dans le cadre du mémorandum de Budapest, dont en Occident on a fait beaucoup de bruit, mais dont on savait pertinemment qu'il ne comportait pas d'engagement américain à défendre l'Ukraine en cas de rupture de cet accord. On a considéré que c'était une sorte de pays tampon et qu'on allait laisser un peu comme ça. Alors justement, vous donnez un mot très intéressant qui me laisse perplexe parce que je n'ai pas compris jusqu'à présent le sens de l'intervention du représentant finlandais hier,
qui était présent. Alors on dit que c'était parce qu'il était golfeur, mais et proche de M. Poutine. Bon, ça il a dit quelque chose qui m'a laissé perplexe. Il a dit « Je suis là parce que dans le fond, je suis un exemple. Mon pays a été finlandisé. Alors, est-ce que c'était une solution ou pas ? C'est une question qu'il faudra regarder. » Pourquoi a-t-il dit ça ? Parce que la chorégraphie européenne était remarquable. Chacun avait son secteur, et donc le Finlandais, manifestement, c'était son secteur. Dire, bon, nous, on a vécu... Le passé de la Finlande avec la Russie. Ouais. Exactement. Nous avons vécu de 1945 jusqu'à nos jours, jusqu'à récemment en tous les cas, dans un rapport particulier avec la Russie, qui s'appelait la finlandisation. Donc, ce sera à voir. Mais bon, c'est peut-être pas grave du tout. Non, on parle de garantie de sécurité, on parle de quoi ? Tout ça, on l'a dit, est flou. Ça veut dire quoi ? Alors, envoyer des troupes européennes sur une espèce de zone tampon ? Je vais reprendre, si vous me permettez, le passé. En 1994, on le sait très bien, enfin, ceux qui veulent le savoir le savaient, les Américains avaient décidé, parce que les tensions étaient fortes et qu'il fallait que l'Ukraine transfère ses armes nucléaires à la Russie, c'était une formule qui permettait de rassurer les Ukrainiens sans inquiéter les Russes, sans engager les Américains. Donc il faut faire attention à l'habillage, et je pense que nos amis ukrainiens sont très sensibles à ça. Et donc ils voudront des garanties de sécurité solides. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'actuellement, on est dans des garanties de sécurité qui sont uniquement dans le domaine conventionnel. C'est-à-dire qu'on positionne des troupes à côté. Je ne pense pas qu'on en mettra à l'intérieur, ce serait difficile. Mais on va faire un système d'assurance militaire conventionnel. Or, les garanties de sécurité dont l'Ukraine a besoin sont nucléaires. Si les pays baltes, contrairement à ce qu'on dit, seront peu probablement attaqués frontalement par la Russie, c'est parce qu'ils sont dans l'OTAN et qu'il y a la garantie nucléaire de l'OTAN. Par contre, ça n'exclut pas qu'il y ait des cyberattaques, qu'il y ait des attaques différentes, mais ce ne sera pas frontal. Donc, vous voyez, le diable est dans les détails, et les détails n'ont pas été précisés. Merci beaucoup Hugues Pernet de nous avoir éclairé sur cette question et sur ces nombreuses zones de flou qui entourent encore ces rencontres de Washington. Je rappelle votre dernier ouvrage, enfin l'un de vos ouvrages, Journal du premier ambassadeur de France à Kiev. C'est aux éditions Flammarion. Aux origines de la guerre. Aux origines de la guerre. Oui, parce que pour comprendre ce qui se passe, parce que le dossier du Donbass, c'est un conflit territorial qui date d'il y a 30 ans. Avant même la naissance de l'Ukraine, les Russes et les Ukrainiens déjà discutaient. Au moment, l'Ukraine déclare son indépendance le 24 août. On est en URSS. C'était un jour de grande inquiétude à Kiev, parce que tout le monde se demandait si l'URSS n'allait pas y réagir. Il y avait 800 000 soldats soviétiques en Ukraine. Il y avait des bases nucléaires. Il y avait tout, et tout le monde se disait, mais comme c'est une sécession, eh ben la réaction violente a été russe. Le 26 août 1991, il y a 35 ans, la Russie, par le président Yeltsin, qui à l'époque était un démocrate, il avait été élu au suffrage universel, a dit, si l'Ukraine devient indépendante, on demandera une rectification des frontières et on récupérera le Donbass et la Crimée. Donc c'est pas d'hier. Et ça se poursuit aujourd'hui. Merci encore Je vous en prie. de nous avoir éclairé ce matin.